Notre pays, la France, se distingue par un modèle social particulièrement généreux, une dépense publique hors de contrôle et des prélèvements obligatoires parmi les plus hauts du monde. Alors que la dette atteint 114% du PIB, on nous parle de la nécessité d'un réarmement massif et de l'augmentation du budget de la défense. Au même moment a lieu un conclave sur les retraites pour savoir si oui ou non il faut revenir à l'âge de départ à 62 ans. Tout ça semble un peu paradoxal. Alors, peut-on vraiment conserver notre modèle social dans un monde de plus en plus concurrentiel avec des menaces de plus en plus importantes? Va-t-on devoir choisir entre le régalien et le social? Comment réarmer économiquement la France dans ce monde en crise? On en discute avec mes deux invités, Denis Oliven et Nicolas Bavray. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté cette invitation dans le club Figaro ID. Nicolas Bavray, vous êtes économiste, chroniqueur au Figaro. Vous êtes l'auteur de La France qui tombe il y a 20 ans, un best-seller alertant sur le décrochage économique de notre pays. Vous avez publié cette année Sursaut aux éditions de l'Observatoire, qui est un peu le tome 2, si j'ose dire, de La France qui tombe, et la nécessité d'un sursaut, d'un réveil pour ne pas sombrer définitivement. Denis Oliven, bonsoir. Vous êtes président du conseil de surveillance de CMI. Vous êtes l'auteur de La France doit travailler plus, sorti récemment aux éditions Albin Michel, et les Français être mieux payés. Je souligne quand même le sous-titre qui est important, je pense, pour faire passer le message. Et vous battez, vous, depuis plusieurs années, sur la question du travail, que vous estimez centrale dans le déclin économique de la France, et pas seulement. Alors, j'aimerais qu'on commence cette émission, parce que nous sommes cette semaine marque les 5 ans de l'entrée en confinement suite au Covid-19 et de la politique qu'on a appelée le « quoi qu'il en coûte ». Le fait que l'État, évidemment, soit entré dans l'économie comme peut-être jamais auparavant. Alors, on avait déjà l'habitude en France d'un État très intrusif, mais là, ça a atteint des sommets. Quel bilan on peut tirer 5 ans plus tard de cette politique de quoi qu'il en coûte? Est-ce qu'elle était nécessaire? Est-ce qu'on est allé trop loin, quitte à habituer les Français à une forme d'addiction définitive à l'État comme assureur en dernier recours de tous les risques? Denis Oliven. J'aurais tendance à penser que c'est un sujet conjoncturel, même si ça a fait exploser notre dette, ce qui n'est pas très heureux, mais c'est un sujet conjoncturel par rapport à une tendance de fond qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus inquiétante, et qui est que nous avons cessé de nous intéresser depuis trop longtemps de la production des richesses pour nous concentrer sur sa redistribution. Donc on s'échigne à répartir un gâteau qui ne croît pas davantage. On le fait par les impôts, on essaye d'augmenter notre capacité de redistribution par la dette, mais on ne se pose pas la question, toute majorité confondue, depuis une quarantaine d'années, de la production de notre richesse nationale. Et quand on regarde la situation de la France et qu'on la compare notamment à l'Allemagne, on voit que c'est le problème majeur. Il y a 40 ans, nous avions exactement le même niveau de richesse nationale par habitant que les Allemands. Aujourd'hui, nous sommes 15% en dessous. 15% en dessous, pour dire ce que ça veut dire que si nous avions la richesse nationale des Allemands, nous aurions 150 milliards de recettes publiques en plus. Vous voyez comment on se bat pour essayer d'en trouver 30. On aurait distribué 90 milliards de rémunération en plus, l'équivalent d'un 13e mois pour les actifs occupés. Vous voyez quelle est la situation lancinante et dramatique du pouvoir d'achat. Donc il faut qu'on se remette sur le sujet majeur qui est faire croître le gâteau au lieu de se mettre sur le sujet de le découper en tranches de plus en plus fines. Nicolas Bavray, j'imagine que vous n'êtes pas en désaccord avec ce constat, mais pour revenir sur la question du quoi qu'il en coûte, est-ce que vous ne pensez pas que ça a quand même instauré un précédent qui ensuite s'est répété, on l'a vu avec le chèque énergie pendant la guerre en Ukraine, c'est-à-dire l'État est toujours là, quoi qu'il arrive, et il va amortir tous les chocs? Il y a eu plusieurs choses. D'abord, quand on regarde l'intervention de l'État, elle était évidemment parfaitement légitime. C'est une pandémie mondiale, il y avait un vrai enjeu de sécurité publique. Ce qu'on peut constater, c'est que chez nous, on est allé beaucoup plus loin, y compris dans l'absurde et dans l'arrêt de certaines activités. Par exemple, tout ce qui était
les travaux publics et tout ce qui aurait pu continuer. Ça a été le cas en Allemagne. Nous, on a vraiment arrêté le maximum de choses de manière déraisonnable. Sur le financier, on a dépensé 15% du PIB. C'est 15% du PIB de dette. C'est dans la fourchette haute de ce qu'ont fait les pays. Les pays, c'est entre 8 et 15% dans le monde développé. Mais c'est la fourchette haute. Mais j'allais dire, on est dans la fourchette. Là où vous avez raison, c'est que le grand décalage, c'est qu'on a continué, enfin ce slogan est complètement irresponsable et il a été prolongé avec l'énergie et qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, on est en train de vouloir le prolonger avec le réarmement. Puisque quand on regarde, une fois qu'on a dit on ne veut pas toucher aux dépenses publiques, on ne va pas augmenter les impôts, à Bruxelles et à Paris, on n'entend plus parler que d'augmentation de la dette. Or, aujourd'hui, ça n'est plus possible. La dette fait 120% du PIB, les taux d'intérêt sont à 3,6%, croissance plus inflation, c'est à 2,4%. Donc, ça n'est plus possible. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'État, j'allais dire, a eu un degré de... On a vu le pire de la bureaucratie française, avec les attestations où chacun d'entre nous s'auto-incriminait pour avoir le droit de sortir de chez lui, et avec la folie policière qu'il y a eu là autour. Enfin, on est allé quand même très loin dans ce que l'État peut produire de plus absurde. Et de fait, la mécanique de protection des libertés publiques, elle n'a pas vraiment fonctionné. Et enfin, le dernier élément qui est moral, c'est qu'en revanche, et ça c'est le plus, j'allais dire vraiment peut-être le plus grave, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts dans les EHPAD, abandonnés de tous, avec interdiction pour les familles, y compris de voir les corps, d'accompagner les gens. Et le degré d'inhumanité dont on a fait preuve, alors maintenant on veut légiférer sur la fin de vie, etc. Mais enfin, quand on voit ce qu'on a fait pour la fin de vie pendant cette période, honnêtement, on n'a pas de quoi être fier et on devrait en tirer quand même certaines leçons pour la suite. Daniel Oliven, vous voulez réagir ? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Nicolas sur la fin. D'ailleurs, je l'avais dénoncé en son temps pendant le Covid, ayant été moi-même confronté à cette situation. Mais tout de même, il faut tout de même rappeler que même s'il y a eu des excès bureaucratiques, quand on regarde les scores, le résultat, la performance de la France, c'est-à-dire la surmortalité liée au Covid, toutes les études dont on dispose maintenant montrent qu'on est parmi les plus performants. Donc peut-être qu'il y a eu des excès, peut-être qu'il y a eu de la bureaucratie, c'était ma première observation. Mais à la fin des fins, on s'est révélé, et d'ailleurs la France en règle générale... Si on était tous restés chez nous enfermés à double tour, il y aurait eu zéro mort aussi. Pardon ? Si on était tous restés chez nous enfermés à double tour, il y aurait eu zéro mort. C'est vrai, mais à la... oui, mais c'est intéressant de voir ce que font les autres et ce qu'on a fait. Non, il y aurait eu des morts à cause de la période qui avait précédé, de toute façon. Oui. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable, dans les situations de grave crise, la France... de retrouver un niveau d'excellence ou d'efficacité dans les politiques publiques qu'on ne trouve pas d'ordinaire. Mais je voudrais faire une deuxième observation sur ce qu'a dit Nicolas. C'est que, et ça va éclairer le débat qu'on va avoir tout à l'heure, quand on regarde en valeur absolue de dépenses publiques par habitant, en euros par habitant, les dépenses publiques françaises, c'est les mêmes que celles des Allemands. On ne dépense pas plus par habitant que les Allemands. En revanche, ce qui est très différent, c'est que si vous rapportez ces dépenses publiques à notre richesse nationale, là, on a un problème, puisque leur richesse nationale est supérieure de 15%. Donc notre problème, alors après, on peut discuter à l'infini de l'efficacité de nos services publics, du millefeuille des collectivités locales. Il y a 1000 sujets d'amélioration de l'efficacité. Mais notre problème majeur aujourd'hui n'est pas le niveau de nos dépenses. Le problème majeur, c'est que nous n'avons pas la richesse, nous n'avons pas ajusté la progression de nos dépenses sur le ralentissement de la progression de notre richesse. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Et donc on a deux réponses à ça. Ou bien on réduit notre mode de vie, ou bien on augmente nos moyens. Et ce qu'on s'est interdit de faire depuis une quarantaine d'années, c'est de se préoccuper principalement d'augmenter nos moyens. Nicolas Bavret, vous voulez répondre sur le problème, c'est pas la dépense. Pour compléter sur et ça rejoint en partie ce qui a été dit, mais dans ce qui est quand même apparu pendant cette crise de Covid aussi, c'était justement à quel point l'État, qui est censé réassurer les risques, avait abandonné cette mission pour s'occuper d'autre chose. Et la deuxième chose qui est apparue, c'est quand même la fragilité d'un certain nombre de services publics, à commencer par la santé, l'hôpital a été très proche de craquer. Et en réalité,
on n'a pas réparé tout ça, puisque quand on regarde aujourd'hui les déserts médicaux, c'est encore pire qu'avant, et l'hôpital, on a remis de l'argent, mais on a encore plus de problèmes. La troisième chose qui est apparue, qui est très importante, parce que ça rejoint les problèmes de réarmement, et ça montre bien que la sécurité d'un pays, c'est pas seulement le militaire, c'est le reste, c'est ce qui est apparu comme degré de dépendance. Le fait que la France était même incapable de produire des masques, ce qui n'est pas un objet très très compliqué. Je ne parle même pas des respirateurs ou de la partie électronique des équipements médicaux. Cette dépendance qui est apparue pour tous les biens essentiels vis-à-vis de la Chine, elle n'est absolument pas corrigée, puisque on a beaucoup parlé de réindustrialisation, comme on a beaucoup parlé de retour au plein emploi, mais enfin, tout ça, ce sont pour l'instant des mots, ça n'a aucune réalité. Et donc, allez, pardon. Non, allez-y. Enfin, j'allais dire, pour basculer un peu dans notre problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on avait déjà dit que le monde changeait avec la Covid. En fait, c'est Houellebecq qui avait tout dit, il avait raison. C'est que le nouveau monde, c'est le pire, c'est l'ancien, mais en un peu pire. Bon, et donc, depuis, il y a eu le basculement, soi-disant le changement de monde de l'énergie, et puis le changement de monde de l'Ukraine, et maintenant le changement de monde de l'arrivée de Trump et de la révolution conservatrice américaine. Mais cette fois-ci, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une bascule historique qui est vraiment très forte. Et donc, grosso modo, la Covid, elle fait partie du passé avec toute cette phase d'effondrement de la France. Et aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on est vraiment dans un moment critique. Et donc, compte tenu de ce qui se passe en Russie, en Ukraine, au Moyen-Orient, aux États-Unis, c'est vrai que soit l'Europe se réveille et la France arrive à passer à un autre modèle, et dans cet autre modèle, le travail est évidemment central, soit les choses vont aller vraiment aller très mal. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'y réfléchir en ce moment, parce qu'il y a vraiment un moment de bascule. On voit que les Allemands sont en train de bouger beaucoup. Merz, il est en train de remettre l'Allemagne en mouvement. Que M. Starmer, au Royaume-Uni, bouge beaucoup, parce qu'en réalité, il est en train de dire que le Brexit, c'est du passé et qu'il faut retrouver un mode de fonctionnement normal avec les Européens. Il y a beaucoup de gens qui bougent. Pour l'instant, la France, elle est paralysée par ses problèmes politiques. Et donc, c'est ça la question qu'il faut se poser. La Covid n'a jamais été qu'un symbole de l'accélération du déclin français. Maintenant, c'est l'heure de vérité. Juste pour revenir sur le Covid, juste un mot sur le pessimisme méthodologique de mon ami Nicolas Bavray. On est dans une juste sur la question dramatique et ça va empirer. Non, on a l'occasion. On est au pied du mur depuis 20 ans. On a une nouvelle donne. Le mur a grandi. On a une nouvelle donne qui nous donne. Jusqu'ici, ça va bien, dit le type qui tombe du 17e étage et qui est au 15e. Non, mais juste une question sur le travail, parce que ce qu'on a vu aussi ce qui était intéressant pendant le Covid, et ce qui a été, c'était le cas dans tous les pays occidentaux, c'est que ça a révélé quand même un mal-être au travail. Et un malheur même au travail. On a eu le phénomène de la grande démission qui a eu lieu juste après le Covid, et pas qu'en France, aux États-Unis aussi, où beaucoup de gens sont mis à démissionner de leur travail parce qu'ils ne trouvaient plus beaucoup de sens. Est-ce que vous estimez que ça a cassé quelque chose dans le rapport au travail, cette période, et qu'aujourd'hui, on entend beaucoup ça, c'est un reproche qu'on fait beaucoup à la jeunesse, notamment la jeunesse ne veut plus travailler, ils ont pris goût avec le confinement, au télétravail, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Pas du tout. C'est peut-être un vieux reste de ma formation marxiste de jeunesse. Je crois que les éléments matériels sont plus déterminants. Et toutes les analyses dont on dispose montrent une chose. Pour la France, mais c'est vrai partout, mais c'est vrai en France. Il y a encore eu récemment une étude d'un laboratoire d'économie du bonheur de l'École normale supérieure, chère au cœur de Nicolas Bavray, de CEVREMAP, qui a fait, sur un très large échantillon, des couples de questions à des milliers de salariés. Est-ce que vous préférez plus de salaire ou plus de visibilité, plus de salaire ou plus de responsabilité, plus de salaire ou plus de liberté au travail? À chaque fois, c'est plus de salaire qui l'emporte, mais dans des proportions qui sont de 60 à 90%. La question est le nerf de la guerre. La question majeure, pardon ? L'argent reste le nerf de la guerre. Ça, mais évidemment, la question majeure, la raison pour laquelle les salariés français sont les moins engagés de la plupart des pays occidentaux, c'est parce que les conditions de rémunération des salariés français sont les plus mauvaises. Et on va y revenir. Et elles sont les plus mauvaises parce que nous sommes l'un des pays d'Europe dans lequel le prélèvement
Oui. Sur le travail, les revenus du travail est le plus élevé. Et quand on se compare à l'Allemagne, parce que après, les comparaisons sont rarement raison, mais l'Allemagne n'est pas si différente de nous dans son modèle social. Quand on se compare à l'Allemagne, ça fait une différence très forte. Et plus on monte dans la hiérarchie des qualifications, et plus cette différence s'accroît. La différence moyenne de salaire disponible entre les Allemands et les Français, c'est 15%. Mais en haut de la pyramide des qualifications, c'est plus élevé que ça. Et évidemment, cet effet est beaucoup plus violent pour les jeunes, puisqu'ils sont les nouveaux entrants sur le marché du travail et au bas de l'échelle de rémunération. Donc, ceux qui sont les moins bien... Donc il se passe en France... la fameuse formule du système soviétique d'autrefois, vous faites semblant de me payer, je fais semblant de travailler. Il y a une démoralisation au travail parce que franchement, on n'a pas beaucoup d'avantages. Donc la crise du pouvoir d'achat est un des moteurs de la colère et du malaise et du malheur français. Il faut qu'on se souvienne qu'en 1960, un salarié, en 20 ans, d'augmentation successive de salaire, doublait son niveau de vie. Aujourd'hui, il faut 90 ans pour doubler son niveau de vie. C'est-à-dire aucun salarié ne doublera jamais son niveau de vie. Donc c'est ça qui est un facteur de démotivation. Je ne dis pas que le reste n'existe pas. Je suis chef d'entreprise, je sais qu'on a 1000 problèmes, qu'on a une vieille culture bonapartiste, verticale, caporaliste, des relations sociales épouvantables. Tout ça existe dans les enquêtes. Mais si vous réglez la question du salaire, vous allez tout à coup augmenter la motivation des salariés, alors que si vous réglez toutes les autres questions, je pense qu'on aura encore un énorme problème. Nicolas Bavry, c'est le problème numéro un. Ce n'est pas une question de mentalité, c'est une question de le travail ne paie plus. Alors, il y a deux choses dans la question du travail, et c'est vrai qu'il y a une vraie cassure Covid. Dans la question du travail, il y a le volume du travail. La durée de la vie active, enfin d'abord le taux d'activité, le taux d'emploi, la durée de la vie active et puis le nombre d'heures travaillées dans l'année. Pour tout ça, il y a un gros problème en France, on le sait. Mais depuis l'épidémie de Covid, il y a une autre difficulté qui est la baisse de la productivité, qui est un point qui est très particulier à la France. La productivité a baissé de 6 points depuis 2020. C'est-à-dire que les salariés français, pour le même volume horaire, produisent moins. Exactement. Et donc, c'est très compliqué à expliquer. Il y a certainement une part de télétravail qui est moins productif. Il y a une part de l'effort qui a été fait pour l'apprentissage, avec le temps qu'il faut pour que les apprentis soient vraiment performants. Et puis, il y a sûrement aussi, effectivement, un facteur de désengagement du travail. Et c'est vrai que ce point, il est absolument critique. Pourquoi ? Parce que l'économie a quelques lois, c'est-à-dire que si vous n'avez pratiquement plus de croissance qu'elle a en France, c'est 0,4% en moyenne depuis 2019, si la productivité baisse, vous ne pouvez plus avoir d'augmentation du pouvoir d'achat. Et donc, surtout dans un pays qui est déjà en situation de sous-investissement et de surfiscalité chronique. Donc, c'est là où la question du travail s'inscrit dans un cadre plus large. C'est qu'on voit bien que le problème, c'est d'arriver à faire bouger le modèle économique du côté de la production. Et on a évidemment le travail, volume, productivité, l'investissement, et l'innovation, donc le risque, et par ailleurs la déréglementation, la débureaucratisation, puisqu'il y a des pans il y a des pans entiers d'activité ou de recherche qu'on ne peut plus faire en France. Si Madame Charpentier, notre prix Nobel, est en Allemagne à l'Institut Max Planck, c'est qu'en France, elle n'aurait pas le droit de faire de recherche sur les ciseaux de l'ADN. Sur la productivité. Non, mais je reviens sur un point clé. Quand vous comparez, moi j'ai comparé l'Allemagne pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Donc j'ai regardé quand on regarde pourquoi est-ce qu'on est moins riche que l'Allemagne ? Pourquoi est-ce qu'on a produit moins de richesse nationale ? Est-ce qu'il y a 3 facteurs, Nicolas le disait, mais je le redis de la manière la plus schématique possible. Pour créer de la richesse, il faut du travail, il faut de l'investissement, du capital, et il faut un 3e facteur qui est la productivité, le fait d'être efficace dans la production. Donc quand on regarde le capital, on n'est pas moins bien que les Allemands en capital. En revanche, il y a 2 facteurs qui nous distinguent. On a moins de productivité, je vais revenir là-dessus, c'est-à-dire on est moins productif qu'eux. Chaque heure de travail produit moins de richesse. Je vais revenir là-dessus. Et deuxièmement, on a moins de travail.
Et je vais revenir là-dessus aussi, parce que alors, productivité, moi je ne l'ai pas traité parce que c'est un sujet bien traité. Nicolas a avancé un certain nombre d'éléments. Il y en a d'autres. Il y a le fait que l'industrie chez nous baisse plus vite que chez les Allemands et l'industrie est plus productive. Il y a un facteur qui est que nous avons baissé le taux de chômage. En baissant le taux de chômage, nous avons fait rentrer sur le marché du travail des personnes moins qualifiées dont la productivité est plus faible. Parce qu'on avait une productivité qui paraissait très forte il y a quelques années, mais il y avait un effet d'optique. Comme nous avions exclu du marché du travail les travailleurs les moins qualifiés, les moins productifs, on se disait c'est fantastique. Mais non, c'est parce qu'on avait un taux de chômage élevé. Donc tous ces facteurs viennent en compte. Il y a un facteur qui est évident, qui est la baisse continue de la performance de notre système éducatif. Quand il y a une vingtaine d'années, les premiers résultats sont tombés de la comparaison internationale de la performance des systèmes éducatifs, l'Allemagne a aussitôt réagi, et nous pas du tout. On a dit que le thermomètre était malade. Bon, il y a tous ces facteurs, mais c'est un sujet très difficile, mais c'est un sujet assez bien traité. Et puis il y a un autre facteur qui est le travail. Nous travaillons moins que les Allemands. Et alors, point très important, c'est pas tellement que individuellement nous travaillons moins que les Allemands. C'est pas la durée individuelle du travail sur lequel la France a eu tendance malheureusement à se focaliser. D'abord parce qu'on travaille un peu plus que les Allemands. C'est pas la durée de chaque, c'est pas vous, moi et les gens qui sont là qui travaillent moins que les autres. On travaille un peu moins que les Européens, mais c'est pas significatif. Et d'ailleurs, de manière générale, en 1900, nos arrière-grands-parents consacraient 70% de leur vie active éveillée au travail, et aujourd'hui, on consacre partout dans l'Occident 60% de notre vie active éveillée à autre chose que le travail, à l'éducation, à s'occuper de nos petits-enfants. À regarder des séries sur Netflix. Pardon ? À regarder des séries sur Netflix. Pourquoi pas ? À regarder le Club des idées. Et c'est un progrès fantastique de la civilisation qui a été permise par le système politico-économique que tout le monde conspue, mais qui a été si brillant et qui a permis aux pays occidentaux de faire ces gains de productivité dont on parlait, qu'ils ont redistribués en temps. Donc ça, alors c'est vrai que ça, c'est pas un cas spécifique à la France. En revanche, ce qui est spécifique à la France, c'est que nous sommes moins nombreux à travailler que les autres. 6 Français sur 10 ne travaillent pas. C'est ça le sujet. Si vous comparez, si vous mettez en ligne sur le terrain de foot de la production de richesse, l'équipe allemande, elle aligne 11 joueurs et nous, 8. Donc ils ont beau être véloces, efficaces et marquer des buts, la probabilité qu'on gagne le match est faible. Donc notre vrai sujet, c'est que notre taux d'activité est plus faible que les Allemands. Il est plus faible chez les jeunes, parce qu'on a moins d'alternance que les Allemands, on rentre plus tard sur le marché du travail, il est plus faible chez les personnes entre 55 et 65 ans, c'est le cas bien connu de notre système de retraite qui fait partir les gens trop précocement, et puis on a moins d'activité sur les personnes au foyer, les femmes, parce qu'on a moins de temps partiel que les Allemands. Donc c'est ça notre sujet, et moi je crois que, bien sûr, c'est parce qu'on n'a pas fait les bonnes politiques en matière de l'alternance, pas fait les bonnes politiques en matière de temps partiel, raté nos réformes des retraites, mais il y a un facteur commun qu'on évoquait tout à l'heure, c'est parce qu'on paye mal les gens. C'est parce qu'on paye mal les gens, on paye mal les gens parce qu'on impose trop les revenus, on taxe trop les revenus du travail. Donc moi, ma formule, c'est pas la formule de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, c'est gagner plus pour travailler plus. Inversion. Mais c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que pourquoi le poids de la dépense publique, les prélèvements obligatoires est si élevé, c'est parce qu'on part à la retraite très tôt. Et pourquoi on part à la retraite très tôt? Parce qu'on est mal payé, donc on veut aller tôt à la retraite. Tout ça s'alimente. Oui, mais je dirais, oui, c'est vrai, mais je dirais qu'on pourrait faire une hypothèse, elle est discutable, mais on pourrait dire je ne change rien à mon modèle social. On a commencé de le faire d'ailleurs. Je ne change rien à mon modèle social, modulo les retraites. Je ne change rien à mon modèle social, mais je transfère une partie conséquente des prélèvements qui pèsent aujourd'hui sur le travail sur des assiettes improductives. Parce que la caractéristique française, c'est pour ça qu'on produit moins que les autres, c'est que les deux facteurs de production principaux que sont le travail et le capital productif, nous les imposons. Mais alors qu'est-ce qu'on taxe si on ne taxe pas le capital ni le travail ? Ah ben, il y a un tas de ressources. Si vous voulez, on peut entrer dans ce débat tout de suite. Mais Non, mais juste, je vais revenir sur la retraite, parce qu'il y a quand même... Est-ce que c'est pas lunaire d'avoir un conclave sur les retraites, pour la retraite à 62 ans, alors qu'on est qu'on a un tel déficit et qu'on est en train de dire qu'il faut augmenter la dépense militaire jusqu'à 3%. Est-ce qu'il y a pas... comment expliquer que notre classe politique s'entête de façon complètement lunaire par rapport à d'autres classes politiques européennes dans cette retraite à 62 ans
Je veux dire, même la gauche britannique n'est pas comme ça, la gauche espagnole n'est pas comme ça, la gauche allemande n'en parlons pas. Pourquoi notre gauche et l'extrême droite avec le RN s'entêtent dans cette folie? Le caractère paradoxal de la démarche est bien illustré par le mot même de conclave. Parce que bientôt, on va réunir on va réunir le gouvernement en synode et les évêques, la conférence des évêques c'est un dogme, sera un conseil des ministres. Donc, on voit qu'il y a une confusion complète du vocabulaire qui reflète la confusion des esprits, mais pour une raison qui est très simple, c'est que, en fait, c'est un objet purement conjoncturel de politique politicienne qui a été inventé pour donner un argument au PS de ne pas voter la censure du gouvernement. Et donc, ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, ni d'un point de vue social, ni d'un point de vue économique. C'est structurel dans notre politique politique, puisque vous avez quand même la moitié des partis politiques français qui sont pour la retraite à 62 ans. Donc, c'est pas que conjoncturel, c'est aussi un manque de mise à jour programmatique. Par ailleurs, ça illustre le fait que le débat public s'est installé sur des bases qui n'ont rien à voir avec la réalité. Qu'est-ce que c'est que... les réalités pour les retraites, c'est très simple. C'est d'un côté la démographie. Fort heureusement, l'espérance de vie progresse. Et donc, ensuite, c'est l'emploi. Tout le monde part sur des hypothèses de plein emploi alors qu'on est en chômage structurel de 10 points depuis plusieurs décennies. Et puis ensuite, la productivité, on en a parlé. Donc quand on regarde ces éléments-là, on voit très bien qu'on ne peut pas augmenter les cotisations et les impôts dans un pays qui est déjà surfiscalisé. Alors ensuite, le choix, c'est la diminution des pensions ou l'augmentation des... Voilà, mais contrairement à la santé, les retraites, c'est simple parce qu'il y a très peu de leviers. Donc, les choix à faire sont finalement ensuite assez simples. Là où le problème est vraiment très mal posé aujourd'hui, c'est qu'on explique que le choix, et sans doute le gouvernement a donné des mauvais signaux, qu'il y aurait un choix à faire entre la retraite et le réarmement. Et c'est très mal posé. Pourquoi ? Parce que ce qu'il y a derrière, c'est exactement le problème dont on vient de parler, mais pour les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réarmement possible sans des ressources qui soient stables, durables, pérennes. Ça veut dire qu'il faut une économie qui marche et des finances publiques qui soient en ordre. Sinon, vous pouvez mettre un peu d'argent une année, mais de toute manière, c'est des politiques qui doivent être conduites sur au moins une décennie. Le modèle social, c'est la même chose. Le modèle social, pour qu'il soit crédible, il faut qu'il soit financé. Prenons la retraite. Un système de retraite par répartition ne peut pas être en déséquilibre. Il est aujourd'hui en déséquilibre structurel, autour de 10 milliards. Et on peut rajouter ce que François Bayrou avait fait à juste titre dans son discours d'investiture, mais sur lequel il est revenu. On peut rajouter la 50aine de milliards de subventions publiques qui sont données pour la partie fonction publique. Donc aujourd'hui, les choses sont très claires. Comme c'est de la répartition, si vous voulez, ce qui est intéressant sur les retraites, c'est que tout le monde a en tête le raisonnement de la capitalisation. Les retraités disent « j'ai cotisé pendant tout le temps, donc j'ai droit à… » Réponse non. Quand on cotise pour les retraités de cette année. Donc le seul droit qu'on a dans un système de répartition, c'est à avoir une part des cotisations produites par l'année. Les cotisations produites aujourd'hui, c'est 320 milliards. Les retraites payées, c'est 380 milliards. Donc, on voit bien le problème posé. Et c'est le même que le réarmement, vous le voyez bien. C'est-à-dire que si on veut avoir un système de répartition soutenable, pérenne, il faut avoir une économie qui soit une économie dynamique et, si possible, une natalité qui ne soit pas sinistrée. On va en parler, mais je voudrais juste... Mais donc, vous voyez, quand on oppose les deux, on se trompe complètement. On a exactement le même problème pour le social et pour le réarmement, c'est-à-dire qu'on a une économie qui n'est plus capable de financer ni l'un ni l'autre. Je voudrais juste qu'on écoute le directeur de la Banque publique d'investissement, la BPI, Nicolas Dufour, qui a dit les choses, je trouve, de façon avec une punchline assez claire sur le dilemme entre les pensions et les canons. Très clairement, il faut déjà commencer par se dire qu'on ne devrait plus accepter de prendre 1 euro de dette de plus pour financer des dépenses de prestations sociales pures. La dette, ça sert à financer des investissements, ça sert à financer typiquement des canons, des centrales nucléaires, mais ça sert pas à financer le Doliprane de ma mère. Et pourtant c'est ce qu'on fait, et on le fait massivement. Daniel Leven, vous êtes d'accord avec ça ?
100% d'accord, sauf que le Doliprane n'est pas remboursé, je crois. Mais en dehors de ça, non, oui, mais je bien sûr, tout à fait d'accord avec ça, évidemment. Mais je reviens d'un mot sur la question, parce qu'il y a quand même une question que je me suis posée, que tout le monde devrait se poser. Pourquoi les Français ont-ils été le seul peuple d'Europe à récuser une évidence qui était que l'allongement de l'espérance de vie et le déséquilibre des systèmes des retraites devait incliner à allonger? Pourquoi est-ce que ce sont les seuls? C'est pas parce que ce sont des Gaulois réfractaires. Il y a une espèce il y a une forteresse qui empêche la raison de traverser les frontières. Tout le monde comprend ce qui se passe, sauf nous. On est des imbéciles. Non. Parce qu'ils ont une classe politique irresponsable, peut-être. Pardon? Parce qu'ils ont une classe politique irresponsable. Non, je ne crois pas. Je crois que simplement, si vous comparez l'intérêt de travailler et l'intérêt de partir en retraite, quand vous savez que ce qu'on vient de dire sur le fait que 46% de votre rémunération part en moyenne dans la cotisation et les impôts, et même bien plus que ça en taux marginal, c'est-à-dire qu'à partir du mercredi midi, vous travaillez non plus pour vous, mais pour autrui, pour la collectivité, une partie pour vous, mais généralement pour autrui, et que d'autre part, vous voyez que retraité, votre taux moyen d'imposition, c'est 14%, 46 d'un côté, 14 de l'autre. Franchement, pourquoi Ducrot se décarcasserait? Pourquoi est-ce qu'on aura envie de travailler davantage alors que c'est finalement beaucoup plus attractif d'être à la retraite? On a le niveau de vie des retraités en France qui est moyen, qui est égal ou supérieur, il y a des discussions sur le sujet, aux actifs. C'est le seul cas en Europe. Donc, peut-être que si on veut intelligemment faire avancer cette idée absolument nécessaire de retarder l'âge de départ en retraite, non pas seulement pour équilibrer notre système de retraite, mais pour augmenter notre taux d'activité, donc pour augmenter notre production de richesse. Si on veut faire ça, il faut qu'on se pose la question de savoir comment on rémunère les salariés et comment on taxe les retraités. Pas tous, mais cette question-là me paraît essentielle. Attention, c'est une question extrêmement taboue, et là je voudrais me faire le porte-parole de ma génération. C'est vrai qu'on observe aujourd'hui un problème structurel dans notre économie, c'est le poids, les actifs qui effectivement financent tout le poids de l'économie est sur leurs épaules à travers les prélèvements obligatoires, et un déséquilibre de plus en plus entre les retraités et les actifs. On a quand même indexé les retraites sur l'inflation, ce qui nous a coûté 14 milliards, alors même que les salaires, eux, n'étaient pas indexés sur l'inflation, ce qui peut paraître quand même injuste. Pour le coup, le travail n'était pas récompensé. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème structurel? Est-ce qu'il ne va pas falloir demander une contribution aux retraités? Alors c'est un sujet extrêmement impopulaire, parce que les retraités sont ceux qui votent, et aucun parti politique ne veut s'attaquer à cette question, mais est-ce que dans un souci de justice, il ne va pas falloir demander quelques efforts aux retraités? Il ne s'agit pas de leur couper leur pension, mais peut-être d'ajuster les impôts, en tout cas pour qu'ils soient équitablement répartis. Nicolas Bavret, sur cette question. Alors, peut-être d'un mot, revenir sur ce que disait Nicolas Dufourcq. D'abord sur la dette, parce qu'effectivement, il y a une vraie démagogie de la dette. Emmanuel Macron, sur les 3 300 milliards d'euros de dette, il y en a 1 000 milliards qui sont dus à Emmanuel Macron. Sur ces 1 000 milliards, il y a 500 milliards de dette sociale. Et les retraites sont la moitié. Absolument irresponsable et intenable. Et là où je change, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer. Parce que quand on a les marchés, les agences, le FMI, la BCE et la Commission européenne qui disent que ça n'est plus soutenable, et surtout quand on a les taux d'intérêt qui augmentent fortement, ça ne marche plus. Donc, il va falloir de toute manière bouger sous la contrainte. Là, ce que vous dites sur les retraités et sur l'effort des retraités, évidemment, on ne peut pas en rester à ce système. C'est 14,5% du PIB, c'est pas tenable. Mais là où je crois qu'il y a une erreur dans le discours, c'est de dire, et vous voyez, il y a eu ce clientélisme, j'allais dire en faveur des retraités, puis maintenant ça s'avère, et les retraités sont en position d'accusés. Je crois que c'est très révélateur de ce que la politique française n'arrive plus à faire. C'est qu'il faut un discours qui s'adresse à toutes les générations. Et les retraités ne sont pas cyniques ni abrutis. L'idée de concentrer le maximum de patrimoine et de revenus pour que leurs enfants soient au chômage et que leurs petits-enfants aient le choix entre partir à l'étranger ou avoir des difficultés chroniques et par ailleurs être obligés de les alimenter au mois le mois en leur passant des sous pour arriver à faire en sorte qu'ils survivent, c'est un idéal pour personne. Donc aujourd'hui, et on rejoint le début de la conversation, il y a besoin d'un discours qui s'adresse
non plus aux retraités, plus de discours catégoriel, mais d'un discours qui s'adresse aux citoyens pour essayer de remettre ce pays d'aplomb. Donc, les retraités vont devoir faire des efforts, des indexations, et puis il y a aussi les fameux 10% pour frais professionnels qui sont effectivement assez paradoxales quand on n'exerce plus de profession. Mais bon, ensuite, techniquement, c'est pas très grave, on peut trouver. Mais il y a un effort à faire, ça a été dit, sur les actifs. On ne peut pas rester avec aussi peu de gens qui travaillent, y compris chez ceux qui sont en âge de travailler. Et ils vont devoir travailler plus longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en finir avec les 35 heures, augmenter la retraite à 67 ans? C'est ça, par exemple, les mesures structurelles? Si vous voulez, au lieu de dire... l'histoire de la retraite, elle est en fait très simple. C'est-à-dire qu'au lieu de se battre tous les 2 ans, on devrait avoir une formule où l'âge de la retraite varie avec l'espérance de vie. Et que ce soit un système automatique, quand l'espérance de vie augmente, ce qu'elle est, eh ben on augmente l'âge de la retraite. Et comme ça, ce serait réglé. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait la plupart des pays développés, plutôt que d'avoir un psychodrame tous les 2 ans, et un psychodrame qui part plutôt de bonnes nouvelles, puisque l'espérance de vie augmente. Donc à mon avis, c'est la raison. Et enfin, et ça a été rappelé, pour les jeunes, il y a aussi un nouveau contrat social à passer, parce qu'on ne peut pas en rester au système où on a des jeunes qui passent, à qui on donne des diplômes de plus en plus déqualifiés et qui, en réalité, pour une partie d'entre eux, sont quasiment inemployables. Donc, le travail, il a aussi déserté le système éducatif. Et donc, il est grand temps que tout le monde se remette dans l'éducation sur les fondamentaux qui sont le savoir, la transmission des connaissances, le travail et la récompense du mérite. Et si on commence à faire ça, vous voyez, avec quelque chose qui soit transgénérationnel, si on fait ce qu'avait fait un peu Biden aux États-Unis avec l'IRA, si on commence, au lieu d'opposer toujours les uns et les autres, à essayer de remettre, de réaligner l'État, les entreprises et les salariés, à ce moment-là, on peut faire de grandes choses, parce que le paradoxe, c'est d'avoir un pays qui se trouve dans une situation pareille, alors qu'il regorge d'atouts. Il nous reste du capital humain, on a de l'épargne, on a des infrastructures, on a des grandes entreprises performantes, on a une armée qui fonctionne encore à peu près, même si elle est beaucoup trop limitée. On a le patrimoine, le mode de vie, la culture. Enfin, on peut tout faire dans notre pays. Mais on a saccagé tous nos pôles d'excellence et c'est pour ça que le plus important, le travail en fait partie. Mais le plus important, c'est la production. Et ça, je reviens au début de ce que vous avez dit. Ce qu'a montré la pandémie, c'est qu'un pays qui ne produit plus, c'est pas seulement un pays qui s'appauvrit, mais c'est un pays qui a perdu sa souveraineté et la maîtrise de son destin. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se remette non seulement au travail, mais il faut qu'on se remette à épargner, il faut qu'on se remette à chercher, il faut qu'on se remette à innover et qu'on se remette à avoir le goût du risque. Et c'est pas si compliqué. Rappelez-vous, en 45, tout le monde est persuadé qu'on retourne aux années 30, le chômage de masse. C'est compliqué à mettre en œuvre quand même, parce que ça fait 20 ans que vous faites ce diagnostic. Oui, mais regardez l'Europe du Nord, ils ont fait le pas en disant, regardez le Portugal, c'était 133% du PIB de dette publique, ils sont maintenant à 95%. Ils ont de la croissance, ils sont quasiment en pleine... Mais j'ai l'impression à vous entendre, vous êtes des prophètes qui criaient dans le désert depuis 20 ans et que personne... personne ne met en œuvre les mesures. Vous seriez au pouvoir, Denis Oliven, c'est quoi la première mesure que vous mettez en place pour améliorer la question du travail? Moi, je suis beaucoup plus modeste que Nicolas, qui a un projet grandiose et sans doute légitime pour tout modifier en même temps. Moi, je dis que je rêve d'un Premier ministre qui, comme Tony Blair à propos de l'éducation, dise « j'ai 3 priorités. Priorité numéro 1, le travail. Priorité numéro 2, le travail. Priorité numéro 3, le travail. Priorité numéro 1, mieux rémunérer le travail en baissant fortement les prélèvements sur les revenus du travail. Priorité numéro 2... Vous faites comment pour financer le modèle social? Je vais revenir à ça. Priorité numéro 2, augmenter les taux d'activité en faisant des politiques sur la réforme de la retraite, le temps partiel et l'alternance qui favorisent la montée des taux d'activité là où on est plus faible que les autres. Et priorité numéro 3, augmenter la productivité du travail. C'est l'ensemble des questions qu'on a évoquées tout à l'heure, mais d'abord la recherche et le développement, l'innovation et l'éducation. Comment je fais? J'essaye de trouver d'autres sources qui ne pèsent pas sur la production
de revenus fiscaux pour l'État ou pour la sécurité sociale. On a évoqué... Alors, il ne s'agit pas de tout mettre sur une source. Il est où le magot? Hein? Le magot, oui. Non, il n'y a pas de magot, il n'y a pas de magot, mais on sait qu'on peut faire un tout petit peu de TVA sociale. Il y a 320 milliards, je crois, ou 350 milliards de pensions de retraite imposées à 14%. On peut peut-être aller améliorer un peu la taxation, en tout cas des retraités les plus riches. Je vais crier, je vais faire pousser des cris d'orfraie à tous ceux qui nous écoutent, les successions, le taux moyen d'imposition des successions, c'est 8% en France. Donc, et les successions, je crois que le montant annuel des successions en France, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est de l'ordre de 250 à 300 milliards d'euros chaque année. Juste un mot là-dessus, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je voudrais vous montrer la une de The Economist, il y a quelques semaines, sur la société d'héritage, parce que c'est important, je pense, et qui disent exactement ce que vous dites, c'est-à-dire, aujourd'hui, chez les Occidentaux, l'héritage est en train de rapporter un plus que le travail. Ben oui, bien sûr, c'est le drame. Et c'est un drame, véritablement. On retourne dans une économie d'ancien régime et de rente. C'est le drame français, la seule manière. Mais pas que français, parce que les économistes parlent de plusieurs économies occidentales. Plus vrai qu'ailleurs. D'abord parce que chez nous, les salariés sont plus mal rémunérés qu'ailleurs, et ensuite parce que chez nous, on voit qu'il y a une concentration du patrimoine qui est... Autant on est le pays le plus égalitaire du monde du point de vue des revenus, autant on est loin d'être dans cette situation du point de vue des patrimoines. Donc finalement, la seule manière de s'enrichir pour les jeunes ménages aujourd'hui, ça va être d'attendre pour ceux d'entre eux qui pourront hériter. Et l'héritage est mal taxé en France. On a le taux de taxation des successions qui est l'un des plus faibles des pays européens. Et là, encore une fois, je ne veux pas tout à coup passer de la nuit à la lumière. Il ne s'agit pas d'écraser les successions, mais il s'agit d'aller chercher là aussi. Donc j'ai dit la TVA, les retraités, la succession. Et puis il y a un dernier sujet. Il y a la valeur du patrimoine en France, foncier bâti et non bâti. La valeur du foncier, pardon, bâti et non bâti, c'est 18 000 milliards d'euros. Donc on augmente les taxes foncières ? Aujourd'hui, je crois que la taxation, le pourcentage de taxation du foncier, avec l'IFI, avec tout ce que vous voulez, c'est de l'ordre de 1 à 1,5%. 1%, c'est donc 90 milliards d'euros. Donc là aussi, on a une ressource possible de revenus. Donc, alors après, il y a un autre sujet qui est, est-ce qu'on peut limiter l'évolution de nos dépenses sociales? Est-ce qu'on peut faire de la capitalisation pour ce qu'on aurait dû faire il y a 20 ans pour réduire le poids des cotisations dans le système de financement des retraites? Mais en tout cas, il y a un panachage de mesures qu'on peut prendre pour alléger le plus fortement possible et le plus vite possible la taxation sur les revenus du travail. Bon, j'ai compris que votre solution reste quand même la taxe. Il y a une autre solution qui s'appelle la tronçonneuse, qui a été employé notamment en Argentine ou par Elon Musk aux États-Unis, avec son fameux DOGE, le département d'efficacité gouvernementale. Alors évidemment, il l'a fait de façon très caricaturale, de façon même en portant atteinte à l'état de droit aux États-Unis de façon extrêmement violente, mais en soi, c'est un paramètre dont on n'a pas parlé encore, mais est-ce que l'amélioration de l'efficacité de l'État, en finir avec ces agences pléthoriques qui dépensent énormément d'argent dans tous les sens, en finir avec cette espèce de gabegie, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là aussi, quelque chose à aller chercher en termes d'économie, de dépenses? Je sais que ça c'est un peu votre dada, Nicolas Bavré, mais est-ce qu'il faut prendre exemple sur Elon Musk? Alors, prendre exemple sur Elon Musk, sûrement pas, parce que M. Musk, il devrait être en prison. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est totalement en dehors de... Il accapare des pouvoirs du Congrès, il a licencié des gens dans des conditions qui sont parfaitement illégales, il fait des coupes... Il s'assied sur les décisions de la Cour suprême. Il a liquidé, par exemple, tous les gens qui s'occupaient de sécurité nucléaire, c'est une très bonne idée, mais et maintenant, il se demande comment les réembaucher, sauf que ils sont... évidemment, ils ne l'ont pas attendu. Enfin, donc, ce qui est fait par Elon Musk est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. En revanche, ce qui est exact, c'est qu'il n'y a que les thérapies de choc qui fonctionnent. Ça, c'est documenté. Donc, on a eu 58 en France, il y a eu Thatcher en 79, ou Reagan. Et à partir du moment où c'est fait à l'intérieur des règles de l'état de droit, ça, en revanche, il est très clair que c'est la priorité. Et que les mécanos fiscaux, surtout... Je rappelle qu'en France, il y a 52% du PIB de recettes fiscales, puisqu'il y a 58% de dépenses, 52% de recettes,
et 6% de déficit. Donc tout ce qui est augmentation d'impôts et a fortiori des impôts sur les entreprises ou la production, c'est une machine à aggraver tous nos problèmes, puisque ça ne fait que, à terme, baisser les recettes, augmenter les déficits et donc augmenter la dette. Donc, sur les dépenses, c'est vrai que il faut sortir de la mécanique. On a une mécanique qui est complètement fausse, qui est la mécanique dite des services votés. Donc on considère que toutes les dépenses, dans la mécanique budgétaire de l'État, toutes les dépenses de l'année d'avant sont intangibles. Et puis ensuite, on voit ce qu'on fait en plus. Donc il faut sortir de ça, il faut revenir et avoir le courage, effectivement, de supprimer toute une série de dispositifs, dont on peut d'ailleurs supprimer des taxes et des dépenses en même temps. Il y a toute une série de dispositifs. C'est très intéressant d'un point de vue microéconomique. Prenez par exemple les fameux 50 € de subvention pour les réparations du vélo. On a fait une étude, et bien la réparation du vélo, elle a pris plus 50 € partout, évidemment. Pareil pour la cordonnerie. La taxe ravaudage, toutes ces bêtises. Oui, les ravaudages. Et ça, vous voyez, et là, on fait coup double, on a une taxe en moins, on a des dépenses idiotes qui ne servent à rien en moins. Et il y a des endroits où c'est très important et où ça joue sur des montants très importants. Je vous en donne un exemple. L'énergie. Le solaire et l'éolien, ce sont des technologies matures. Aujourd'hui, toutes les factures d'électricité des Français sont massivement impactées par des prélèvements qui sont faits pour subventionner ces industries. C'est complètement idiot. Soit on a des opérateurs qui savent faire de l'éolien et du solaire de manière rentable sur le marché, ils sont les bienvenus, et c'est très bien comme ça. Et effectivement, il faut plutôt leur faciliter la vie que de leur mettre des obstacles bureaucratiques. Mais tous ceux qui ne vivent que d'une économie de rente, de subvention pour des technologies matures, ça n'a aucun lieu d'être. Donc ça, toute cette mécanique infernale de subvention des renouvelables, elle a vocation à être éradiquée. Et prenez un autre exemple, le pass culture. Ça ne sert à rien. On n'a pas besoin. Le manga, c'est le seul. C'est un secteur de l'édition qui se porte très bien. Le pass culture, c'est une mécanique à subventionner les mangas. Il n'y en a pas besoin. Les auteurs de mangas vivront très bien sans le pass culture. Et donc, vous voyez, quand on prend secteur par secteur, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, seule la thérapie de choc fonctionne. Donc, ça ne peut pas être seulement le travail. Et c'est vrai qu'il y a une revue des dépenses publiques à faire très importantes. Et ce n'est pas une politique de droite. C'est Mendes France qui disait que les comptes en désordre sont la marque des nations qui s'abandonnent. C'est Mendes France qui disait qu'il fallait être impitoyable sur la dépense improductive pour la mettre sur la dépense productive, et celle-là, c'est l'investissement. Et on fait exactement l'inverse. En France, on a toujours sanctuarisé le fonctionnement dans les dépenses publiques. On a toujours massacré l'investissement, y compris l'investissement militaire. Même si c'était une politique de droite, ce ne serait pas forcément une mauvaise politique. Denis Oliven, sur la question est-ce qu'il ne faudrait pas une petite dose d'affouérisme, comme dirait Rabien Millet, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur l'efficacité des dépenses publiques, très certainement. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se nourrisse trop d'illusions, parce que le gros des dépenses publiques, des écarts de dépenses publiques par rapport aux autres pays, c'est le social. Et on a vu en grande partie d'où ça venait. Sur les dépenses de l'État, on a un énorme problème avec la retraite des fonctionnaires. On sait maintenant, ça a été chiffré, que c'est 50 milliards. Mais après, quand vous regardez dans le détail, après, on sait qu'on a un problème sur la dépense des collectivités locales. Oui, mais les dépenses de l'État, on peut supprimer toutes les autorités de régulation qui existent. Le gain, ça va être épiphénoménal. Oui. Donc c'est pas vrai. Il n'y a pas non plus, il n'y a pas un secret, un trésor caché. Et quand on regarde de près les dépenses, prenez par exemple les dépenses d'éducation, parce qu'on dépense plus que les Allemands. Mais quand on essaie de comprendre pourquoi, c'est pas parce qu'on paye mieux nos professeurs. Ils ont plus de professeurs que nous, et leurs professeurs sont mieux payés. Nous, on a des dépenses d'administration d'éducation plus élevées. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a un maillage territorial. On a 36 000 communes, et donc on a des établissements scolaires qui sont plus petits que ceux des Allemands. Et donc, on a plus d'administration, il y a un manque de mutualisation. On va demander aux gens de prendre des bus pour faire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller dans la plus grande ville au lycée. Donc, vous voyez, tout ça n'est pas si simple que ça. Je pense qu'il faut en effet, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, je pense que ce que vient de dire Nicolas, on devrait, me semble-t-il, avoir deux règles. Chercher à ne plus asseoir, à réduire les impôts qui pèsent sur les facteurs de production, et d'autre part, passer en revue toutes nos dépenses publiques, en regardant celles qui favorisent la production et la croissance,
et celles qui sont neutres ou négatives. Voilà. Si on faisait déjà ça, et après on se pose la question de savoir celles qui sont neutres ou négatives, est-ce que les objectifs qu'elles poursuivent sont raisonnables ou pas raisonnables. Mais si on faisait déjà ça, on pourrait sans doute améliorer l'efficacité de nos dépenses publiques. Mais je ne crois pas que ça va régler notre problème. Je le redis, au risque de paraître obsessionnel, notre problème, c'est plutôt le dénominateur que le numérateur. Notre problème, c'est que nous sommes relativement aux autres appauvris. Oui, mais on ne peut pas régler le problème de l'absence de croissance et de production tant qu'on n'a pas réglé le problème du surplomb de l'État et des dépenses publiques. Oui, donc juste ça, un dernier enjeu qui va peut-être... Mais vraiment, je voudrais qu'on en parle quand même, c'est la question de l'immigration, parce que on l'a dit, il y a un vieillissement de la population, une démographie qui est en berne. On a tendance à faire venir l'immigration, et on a une immigration incontrôlée qui pèse aussi sur la dépense publique en matière sociale. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des choses à faire pour est-ce que notre modèle social, tout ce qu'on dépense, est compatible avec une ouverture des frontières qui fait qu'on a 500 000 personnes qui rentrent chaque année dans notre pays et qui ont un poids sur la dépense publique? Alors, il faut faire attention, 500 000 personnes... tout compris, hein. Non, c'est sans doute plutôt 350 000. Et si vous voulez, l'immigration, c'est devenu un pur objet idéologique. Donc, on n'arrive pas à en parler simplement. Donc, premièrement, c'est pas vrai que les problèmes de la France viennent de l'immigration. Ça sert de bouc émissaire à un tas de... Et si vous voulez, par exemple, l'implosion du modèle social, c'est pas l'immigration. L'immigration peut l'aggraver à la marge, mais c'est pas elle qui est le cœur du problème. Le cœur du problème de la production, c'est pas l'immigration non plus. En revanche, il est complètement aberrant qu'on explique qu'il faut tout contrôler dans ce pays, sauf un truc, qui sont les frontières à l'immigration. Donc évidemment, l'immigration, elle a vocation à être contrôlée dans les flux, et par ailleurs... Ce qu'ont fait les pays d'Europe du Nord, il faut reprendre le contrôle des frontières, reprendre le contrôle des flux. Et en revanche, pour les gens qui sont sur le territoire ou qu'on souhaite avoir pour des raisons de travail, il est clair qu'il faut avoir une vraie politique d'intégration, ce qu'on ne fait pas. Mais voilà les deux choses qui sont importantes. Donc c'est vrai qu'on a une immigration qui est plutôt une immigration familiale qu'une immigration de travail, contrairement à des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou même l'Allemagne. C'est une immigration qui est peu qualifiée et c'est une immigration qui, par ailleurs, est non européenne et qui donc pose des problèmes d'intégration spécifiques. Bon, à partir de là, il ne faut pas croire tous les discours qui sont dits que nos problèmes de production, de modèle social, de diffusion de la violence viennent uniquement de l'immigration, ça n'est pas vrai. Denis Oliven, en 2 minutes sur cette question. Je suis à peu près d'accord avec ce que vient de dire Nicolas. Je ne crois pas que l'immigration soit économiquement un problème. L'immigration peut être culturellement un problème. Enfin, plus exactement, ce n'est pas l'immigration en soi qui est un problème. C'est une immigration qu'on n'a pas cherché à qualifier. C'est une immigration de travailleurs non qualifiés, c'est une immigration qui culturellement s'intègre difficilement chez nous. Donc il faut mieux qu'on travaille là-dessus, faire en sorte que... Parce qu'après tout, ça pourrait être plutôt une chance, compte tenu de ce qu'on disait sur notre taux d'activité, le vieillissement de notre population. Donc avoir une nouvelle main-d'œuvre plus jeune, qualifiée, culturellement intégrée, ne devrait pas être un problème pour nous. Simplement, c'est vrai qu'on ne l'a pas traité comme ça. On a fait rentrer massivement des travailleurs non qualifiés, culturellement, qui s'intègrent culturellement difficilement à notre modèle, en tout cas à la première ou la deuxième génération. Donc il faut mieux qu'on se pose la question de savoir dans quelles conditions on peut avoir une immigration positive, plutôt que de se dire l'immigration, soit l'immigration est négative par nature, soit mais non, c'est super, l'immigration est une chance pour la France. Il y a quelque chose entre les deux qui me paraît plus sérieux et qu'on devrait faire mais qu'on ne fait pas. Écoutez, non, je conclue malheureusement. Merci pour ce débat passionnant. On a passé en revue énormément de sujets. J'invite donc à lire vos livres. La France doit travailler plus et les Français être mieux payés. Et Nicolas Bavré, Le Sursaut aux éditions de l'Observatoire. Merci à tous les deux. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur le Figaro TV. La semaine prochaine, ce sera Esprit Libre avec Alexandre Devecchio. Bonne soirée.